Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Selon certaines sources dignes de foi, des négociations secrètes sont ouvertes depuis la nuit de vendredi 3 juillet 2020 entre le pouvoir de Yaoundé et les leaders séparatistes. Ils étaient une dizaine de leaders anglophones invités à la table de négociation, pour convenir de l'arrêt des affrontements dans les régions du nord et du sud-ouest du Cameroun. Pour le président Banda-Kani, la crise anglophone a une origine étrangère, et visait tout simplement la recolonisation du Cameroun. Écoutons maintenant le décryptage de la crise anglophone par le président Banda-Kani. Écoutons. Bonjour à tous et bienvenue. Yaoundé, la capitale politique et siège des institutions au Cameroun, semble donc désormais être dans un endroit dit catholique, c'est-à-dire appartenant à l'Église catholique du Cameroun, le lieu peut-être de la sortie de crise, la crise qui oppose depuis les Ambazoniens, ceux-là qui avaient pris les armes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, voulant proclamer un État dit ambazonien dans ces deux régions-là, et le pouvoir de Yaoundé, qui en réalité avait déclaré aussi la guerre à ces derniers. Et toujours donc à Yaoundé, le MRC n'est pas du tout content de l'ambassadeur de France au Cameroun, et surtout le parti reproche les sorties de cet ambassadeur qui serait contre justement l'avis ou les options de ce parti. Voilà les deux détentes. Mais on va commencer par cette affaire de la sortie de crise, peut-être vers la sortie de crise, dans ce conflit qui a détruit écoles, hôpitaux, maisons et qui a fait pratiquement des milliers de déplacés avec des personnes égorgées pratiquement en mondovision, avec beaucoup d'assassinats, beaucoup de tueries, tant des civils que des militaires. Président Banda-Kani, président du nouveau mouvement populaire, bonjour et bienvenue. Merci Robert Tundi, bonjour à tous ceux qui sont scotés devant leur petit écran, et parce qu'ils sont des aficionados, pas des lignes rouges. Parce que ce sont pour que tout le monde comprenne, ce sont des fans, ils s'accrochent à leur émission. Donc je les salue machinalement, je salue les techniciens, et je salue aussi mes copanélistes qui certainement sont déjà en place dans leurs différents lieux respectifs. Par Skype interposé, Raphaël Bikaï, il est pratiquement du bord RDPC, c'est-à-dire qui milite en faveur du pouvoir. Eric Timani, il est du MRC. Les deux sont déjà en poste de ce côté. Je ne sais pas. On va d'abord aller peut-être prendre Raphaël Bikaï. Raphaël Bikaï, s'il est déjà en poste. Alors, Raphaël Bikaï, on entre avec ce sujet, c'est-à-dire les négociations en haut lieu à Yaoundé, justement, dans un lieu dit catholique. Il est question aujourd'hui pour le Cameroun et les ambazonnés, le pouvoir de Yaoundé, peut-être, de sortir d'une manière heureuse de cette crise qui dure depuis pratiquement près de 4 ans aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour à tous mes copanélistes, bonjour au président Banda-Kani. Bonjour aux fans de Ligne Rouge, de l'émission Ligne Rouge. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis Raphaël Bikaï. Exactement, je suis RDPciste, donc pro-président Paul Biya. Je vous remercie par rapport à votre question. Ce dont je voudrais dire d'entrée de jeu, M. Itundi, le président Paul Biya a entamé, je vais dire, le processus de pacification de cette partie du Cameroun. Il a entamé le processus de paix de cette partie du Cameroun et de tout le Cameroun en entier. Nous l'avons vu lors du grand dialogue. Nous l'avons vu lors de plusieurs autres réunions que l'État du Cameroun a eu à mettre à faire avec plusieurs élites du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que ce qui est primordial pour le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, c'est la vie des jeunes Camerounais. Monsieur Itundi, président Banda-Kani et tous mes copanélistes, la chose la plus difficile à vivre, c'est quand nous voyons des ingérences étrangères et surtout certains politiques ratés du Cameroun qui veulent profiter de ce mouvement, de ce ras-le-bol ou de cette crise, si je veux dire, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire un nom, ils n'arrivent pas à se faire un espace politique. Ils se disent que la manipulation de cette crise peut aller à leur faveur. Monsieur Itundi, la vie des Camerounais est importante, comme le président de la République le démontre tous les jours.
Et nous ne pouvons pas accepter. Je le dis maintenant parce que j'ai vu le rapport, de deux députés français dans l'Assemblée nationale française le 1er juin. Et j'ai été vraiment heurté, touché, blessé. Et quand le MRC continue sa mascarade, et ils se disent qu'ils doivent instrumentaliser la peine des Camerounais parce qu'ils ont une idée d'arriver à étudier un jour. On dit c'est insupportable. Je pense à Florence Ayafort. Je pense à cette dame qui est enterrée vivante juste parce qu'elles sont faites avec un gars du billet. Je pense à tous ces enfants qui ne sont pas allés à l'école. Je pense à ces victimes. Moi, je suis né à Boya. Je suis né à Boya. Je suis un fils du monde. Et quand j'imagine que des personnes qui ne savent pas mobiliser, qui ne savent pas, ne connaissent pas la politique, ils veulent instrumentaliser cette partie du peuple, mon village, parce que c'est là-bas mon cordon ombilical est enterré. Je suis franchement blessé. Merci. Et nous, on va dire, franchement, je peux que louer le geste de la paix. Je peux que louer tous les efforts du président de la République qui vont dans ce sens-là. Merci. Merci à vous, Raphaël Bikaï. Vous êtes sur Universal News TV. Padia Sanga est une personne pratiquement qui connaît les rouages de cette affaire. Alors, Padia Sanga, le MRC parle de victoire, le RDPC un peu plus haut a parlé du triomphe des négociations, des positions du président Paul Biya. Alors vous, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se joue au Cameroun? L'avenir peut être dénoué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut sortir de cette affaire du Bourbia ambazonien entre le pouvoir central de Yaoundé et ces Ambazoniens qui avaient pris les armes. Est-ce que cela peut déboucher à une issue heureuse, une sortie de crise? Bonjour Mbandakani, bonjour DP de Londres, bonjour mon ami Timami du MRC. Je suis ravi d'être parmi les panélistes aujourd'hui, mais je ne savais pas qu'on était ici dans une campagne politique. Je croyais qu'on voulait parler de ce qui se passe avec nos frères et sœurs et de la sortie de crise. Mais tout ce que je vois maintenant, c'est de la récupération. C'est ce que les gens ont tenté de faire. Les gens qui ne comprennent pas les enjeux, les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe au Nozo. Moi, je suis théoriquement, je suis un peu maîtris et mon frère, il comprend de quoi je parle. J'ai dit et je le répète, les gens qui ne maîtrisent pas et qui ne connaissent pas ce qui se passe au Nozo, les gens qui n'ont pas mis pied ici à la diaspora, allez dans les prisons, allez dans les villages, sortir les gens de la brousse, communiquer avec eux, les canaliser et les déradicaliser, ils doivent se taire et ils doivent arrêter de nous parler de victoire et victoire. Ça, c'est des gens qui ont boycotté tout ce qui pouvait nous amener à une session de la paix. Nous sommes partis au grand dialogue. Nous sommes partis rencontrer nos frères qui sont aujourd'hui en prison quand on les a sortis de les cellules pour aller faire pour des services de renseignement. Ça, c'est une étape. Ça, c'est des esquisses de mini-dialogue. C'est ce que nous avons demandé quand nous sommes rendus sur le terrain. Il y a eu le grand dialogue national. Nous avons exigé les mini-dialogues. Je pense que c'est une bonne signe. J'ai parlé avec les Abakwa Boys qui sont en prison, à l'occurrence les Mancho BBC, les Penterens et Ngalim Félix. Il y a aussi le pasteur Takan qui est aussi là-bas en prison. Il était aussi là-bas à l'église quand on causait avec eux. C'est le bon signe, mais je regrette qu'il y a Tassan Wilfred qui n'était pas là parce qu'il estime que lui, il est le légitime leader de ce mouvement anglophone parce qu'il était au pays quand ça a commencé. Donc, ce qui se passe au Cameroun, ce qui a eu lieu dans l'église là-bas à Yaoundé, c'est des consultations, c'est des voies et moyens pour avoir l'esprit des uns et les autres qui est encore radical, qui est ce qu'on appelle en anglais who is remorseful. C'est ça qui se passe, c'est le renseignement qu'on est parti faire là-bas
et ce n'est pas un dialogue. Le dialogue n'a pas encore commencé, mais c'est comme ça qu'on cherche à comprendre avec qui on peut dialoguer, on cherche à comprendre où vont les anglophones, et nous sommes ici aussi à la diaspora, on est en train de causer avec certains de nos frères ambazoniens qui ont dit qu'ils veulent rentrer dans la République. Vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé. Il y a de cela quelques semaines, je vous ai parlé du cardinal, le cardinal Christian Toumi, et c'est pour ça que vous comprenez que cette réunion a eu lieu dans une église. Le cardinal Toumi, c'est quelqu'un qui est très bien écouté. C'est lui qui est en train de tout faire pour que les anglophones se parlent, que les ambazoniens reviennent dans la maison. Donc, quand les gens restent ici à la diaspora, ils font leurs films, ils tournent leurs trucs, ils veulent récupérer la crise anglophone. Je demande et j'insiste, tout francophone qui ne maîtrise pas, qui n'a pas mis pied au nozo, qui s'abstiennent de s'ingérer dans cette affaire-là. Parce qu'ils vont radicaliser davantage les gens comme nous, les gens qui veulent la paix, les gens qui pensent qu'on peut encore vivre ensemble. La récupération à tout prix, le chômage politique, ce n'est pas notre but là-bas. Nous voulons d'abord la paix avant de venir faire des campagnes de quiconque ici. Vous allez comprendre dans mon discours, je ne parle pas de M. Biya, je ne parle pas de parti politique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une lecture de parti politique ou bien une orientation politique. Non, c'est parce que je veux le One Cameroun de Ndétoumaza, je veux le One Cameroun de John Goufoncha, je veux le One Cameroun de Félix Oulanoumie. Je veux que mes frères et sœurs sortent, et j'insiste, les leaders des mouvements anglophones qui a commencé au Cameroun sont au Cameroun, et c'est ça qu'on insiste. Parlez avec les acteurs qui sont au Cameroun, parlez avec nos frères et sœurs qui tiennent les armes en brousse. Moi, je ne veux pas être leader, je ne peux pas rester ici à la diaspora et te regarder l'enfant détruit. Non, c'est de la fumisterie, c'est de la récupération, c'est du rebladisme, c'est le charonianisme politique. Rester à la diaspora et envoyer les enfants détruits aller mourir pour les autres. Oh, je suis CIC, je suis commandant in chief, les généraux de Facebook. Il y a toutes sortes de généraux, il y a toutes sortes de commandants, il y a tout ce qui se passe ici à la diaspora. Et moi, je pense que c'est malsain. Il faut parler. Le démarche de cardinal a pris le moule. Le train a commencé et nous, on insiste que le cardinal continue dans ce lancer-là. C'est un patriarche, c'est quelqu'un qui est écouté par toutes les anglophones et lui, il doit continuer à chercher des solutions, à ramener tous ses enfants avec le collège de la conférence générale anglophone qui sont des imams, qui sont de la société civile. C'est ça qui a eu lieu et il ne faut pas que les gens viennent vous tromper pour vous dire que le RDPC a fait ceci, le MRC a fait ceci. Non, c'est faux. C'est le cardinal, c'est l'appel des instances internationales, c'est l'appel de cessez-le-feu de Antonio Guterres et le service de renseignement est parti là-bas pour comprendre quelles sont les mesures, comment ceux qui sont en prison peuvent être utiles. Merci, j'en ai terminé pour ma première participation, M. Hubert Toundi, et bonjour Mbandakani. Je rappelle que vous avez activement participé à plusieurs étapes des tentatives de résolution de cette crise. Vous étiez sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez pris part au grand dialogue national. Alors, Président Mbandakani, je disais que Padia Sanga vient mettre les pieds dans le plat. Alors, d'un côté, il y a proclamation d'une victoire, victoire des partis, mais lui dit que c'est un Cameroun, que c'est pour l'intérêt général de tous les Camerounais. Je dis bonjour à mes copains, à Parfait Bikaï, je crois, à mon ami Padi Asanga, à mon frère Denis Kimani, qui n'aime pas prononcer mon nom, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est mon frère, moi je prononce son nom, je le salue. Et nous sommes des frères. Nous sommes des frères. C'est important d'opérer à partir de ce niveau-là. Quand j'ai dit ça, Hubert Toundi, je voudrais me réjouir de l'intervention de mon ami Padi Asanga.
Parce que je ne sais pas quelle dose de pédagogie il faudra faire en politique pour que les gens aient la capacité de mettre l'intérêt supérieur du Cameroun au-dessus de leurs intérêts partisans. Je ne sais pas quelle dose de pédagogie il faudra faire, mais le meilleur pédagogue, c'est la réalité. La réalité, c'est rappeler aux gens la différence qu'il y a entre les fantasmes et le réel. Seul le réel est le meilleur pédagogue pour s'imposer à des gens qui vivent dans leur bulle, dans des bulles. Parce qu'il faut vraiment vivre dans une bulle pour confondre les défaites à une victoire, pour gagner à tous les coups, même quand il n'y a rien à gagner, il faut être dans une bulle. Et ça se termine par un éclatement de la bulle. Vous connaissez bien la bulle financière, M. Bertondi. Tout à fait. Voilà, donc vous savez comment ça finit. Oui, j'arrive. Vous savez comment les bulles financières finissent. C'est-à-dire que une bulle, c'est un montage qui est basé sur rien, sauf sur l'escroquerie. Et quand ça explose, les gens se suicident. Il y a des morts. Les gens pètent les plombs. Parce que justement, ils ont investi dans la bulle, sans le savoir. Donc, quand il y a des enjeux sérieux comme ça sur une table... Vous voulez vous souvenir de Mardoff? Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Lui-même, il n'était qu'un souffle-douleur qu'on a mis en avant pour masquer. Bien sûr. Lorsqu'il y a des sujets aussi sérieux sur une table, il faut privilégier l'intérêt supérieur du Cameroun. Quand le Cameroun gagne, tous ses fils doivent se réjouir et éviter des comportements enfantins. Moi, j'ai failli pleurer quand j'ai écouté mon ami Badi Assanga rappeler le One Cameroun de Ndé Toumaza, rappeler le One Cameroun du papa John Goufoncha, rappeler le One Cameroun de Félix Moumier. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, qui croient que le soleil se lève dès le jour où ils naissent. One Cameroun, Ndé Toumaza. Il y en a qui ne savent même pas qui est Ndé Toumaza. Mais c'était un anglophone. C'était un anglophone. Et c'est une des grandes figures historiques de la région anglophone, dite anglophone. Parce que moi, le clivage là, tout le monde sait, mon ami Badi Assanga, c'est que moi, je ne me reconnais pas dans cette division-là. Donc, quand on parle de ça, quand on convoque des figures comme ça veut dire qu'on a compris. On a compris où il y a les enjeux. On a compris là où il y a les enjeux. Et on connaît l'histoire du Cameroun. Ça, c'est mon cher ami Bertondi. Quand j'ai dit ça, c'est pour dire quoi, Bertondi? Il faut être honnête dans la vie. Il faut être sérieux dans la vie. La crise anglophone ne commence pas quand certains l'ont découvert. La crise anglophone ne commence pas quand certains l'ont découverte. Les revendications dites anglophones ne démarrent pas. Lorsque certains, après avoir séjourné à tout prix, je dis bien à tout prix, au sein du gouvernement, et quand ils étaient au gouvernement, il n'y avait donc pas de problème anglophone. Dès qu'ils en sortent, ils découvrent qu'il y a un problème très grave au Cameroun qu'on appelle revendication anglophone. Non. Il faut faire un peu un travail de mémoire vis-à-vis des gens. Alors, il faut rappeler, mon cher Bertondi, dès la réunification, et même avant, parce que les gens croient que les accords de Fumban, d'octobre Fumban 61, avaient comment on dit ça, qu'à partir de cet accord, il n'y avait plus certains anglophones qui continuaient à revendiquer. C'est mal connaître l'histoire de ce pays. Je dis, on n'est pas encore à Fumban 2, 61. Quand Aïdjo et John Goufoncha et les autres s'entendent, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelait à l'époque d'État fédéral, mais il y avait toujours un courant anglophone qui n'était pas d'accord avec ça. Il était, certes, très minoritaire, mais il existait. Après 70, après la réunification de 72, il y a encore eu des voix dans ces régions qui ont dit niet. Est-ce qu'il faut rappeler ici les affaires de Bernard Fonlon? Il faut rappeler ici les Gorgui Dinka. De 72 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des voix qui ont dit, ils ne sont pas d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais quand on fait une analyse historique, il ne faut pas taire les faits, mon cher Bertondi. Ça s'appelle la vérité historique. Dans les années 90, 89-90, les revendications dites anglophones retrouvent une renaissance. Il y a eu combien de conférences dans la zone là? Les années 90 aux années 96-97. Bon, je peux comprendre que certaines personnes soient jeunes, mais il faut donc qu'ils soient prudents.
Il faut qu'elle soit prudente quand elle se lance dans les analyses. Il y a eu des revendications, il y a eu des conférences là-bas, dans ces régions-là, avec des revendications bien formulées, des mémorandums bien élaborés, pour dire que voici ce que nous réclamons. Et vous avez des figures comme Jolly Toumbé et les autres qui ont incarné cette affaire-là. Donc il ne faut pas que ça peut commencer quand certains, après un long sommeil comateux, se réveillent, une fois qu'ils ne sont plus dans le gouvernement, n'est-ce pas, et découvrent la crise. Et s'approprient cela comme un fonds de commerce politique. Les faits historiques demandent une certaine décence, une certaine humilité par rapport à ça. Juste pour vous relancer et faire l'équilibre, parce que c'est ça un peu mon rôle ici. Vous en prie. Mais on peut aussi dire que les membres du gouvernement qui avaient dit à un moment donné qu'il n'existe pas de problème anglophone au Cameroun avaient peut-être aussi glissé, c'est le mot courant, dans une affaire ou dans une posture qui participa à radicaliser. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Parce que quand on parle de crise anglo, il faut faire attention, M. Bertoundi. Il faut avoir une grande expérience du Cameroun pour savoir détecter, enlever les masques aux gens pour savoir quel est leur vrai visage. Vous écoutez ça? Le temps viendra, on va expliquer ça au Cameroun. Et pour l'instant, l'intérêt supérieur de mon pays m'interdit de dire certaines choses. Alors qu'on est en négociation. Mais je peux le dire, il y a beaucoup de gens au sein du pouvoir de Yaoundé qui mettent le feu dans cette crise-là. Moi, Balakali, je peux le dire, moi je n'ai peur de personne, je n'ai pas d'intérêt particulier à défendre. C'est le Cameroun qui m'intéresse. Il faut le dire. Le moment venu, on va écrire, on va le dire, mon cher Bertoundi. Donc, ce n'est pas ceux qui crient tous les jours, ou bien, nous, on est prêt à mourir pour les anglophones qui marchent avec eux. Ce n'est pas ceux qui sont à Yaoundé et qui donnent l'impression d'être vraiment, comment on dit, des acteurs du jeu gouvernemental. Ne croyez pas qu'ils sont toujours au service du Cameroun. C'est connu. J'ai lu que quand les vérités vont sortir, les gens seront surpris. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, pour dire que, quand on a dit ça, Hubert Otundi, ça revient à dire quoi? La vérité commande de dire que le dialogue n'a pas commencé aujourd'hui. Dès 1996, il y a le dialogue. Il y a eu des réunions à Bamenda, avec opposants, le gouvernement. Et les représentants de l'époque qui étaient, entre guillemets, à l'époque de la crise, n'était pas encore dit, c'était les revendications corporatistes. Il y a eu dialogue pendant des jours, et même des semaines. Il y a eu des séances de dialogue qui ont débouché sur des accords extraordinaires, jusqu'à ce que les gens mettent sur la table la question de l'État fédéral. C'est alors le gouvernement a quitté les travaux. Mais pour le reste, l'État avait cédé, pratiquement sur tout. Il faut faire attention. Donc, il faut faire attention de parler des choses qui ont il y a un lexique. C'est-à-dire, il y a un lexique, il y a une traçabilité qui est claire de cette crise. Et où à chaque fois, on va retrouver que les gens ont toujours négocié. Les gens ont toujours négocié, mon cher Hubert Otundi. Je prends, quand vous voyez les Israéliens et les Palestiniens s'affronter, pendant qu'il y a les balles qui sifflent le jour, mais ils négocient la nuit. La politique est complexe, ce n'est pas une affaire de délire propagandiste. C'est complexe. Donc, on négocie depuis. C'est un. Donc, et aujourd'hui, nous sommes simplement à un stade. Il y a un stade nouveau aujourd'hui. Il y a un contexte nouveau qui favorise maintenant le fait que les gens s'asseyent. Pour dire que maintenant, on sort de la crise. Il y a le dialogue. Et avant le dialogue, il y a eu des mesures concrètes qui ont été prises par l'État du Cameroun. On va nier ça. On a d'abord satisfait les revendications des enseignants et des avocats. On a libéré combien de vagues de détenus? De prévenus? Combien? Au moins 2 vagues libérées. On a créé des institutions. Des grands pas ont été franchis dans le recrutement d'enseignants, dans la création d'une section du Common Law à l'EMIA. Des mesures ont été prises. Et en dernier ressort, il y a eu le grand dialogue, où des résolutions ont été prises. Et à l'issue du grand dialogue, on a commencé à mettre en exécution les résolutions. Mais le statut spécial des 2 régions-là, on n'en parle pas. Mais c'est grave, M. Bertoundi. C'est une loi désormais au Cameroun. C'est une loi. Quand vous lisez le code de la décentralisation générale, de la décentralisation, vous voyez le statut spécial des 2 régions. C'est une loi. Donc personne ne peut s'amuser avec ça désormais. C'est une loi. Ça s'appelle quoi? C'est à l'issue de quoi qu'il y a eu ça? Des discussions, du dialogue. Donc, il ne faut pas nier les faits.
Personne n'a créé sa religion. Il ne faut pas nier ce qui est évident. Personne n'a créé sa religion. Donc, ça, je voulais faire cette première mise au point. Quand j'ai dit ça, mon cher Bertone, vous voyez, lorsque on refuse de voir la réalité, on va se contredire soi-même sans le savoir. Quand quelqu'un vous dit, peut-être en face, il y a les exactions. Mon bien-aimé qui m'en l'a dit, il dit peut-être chez les ambassadeurs, il y a les exactions. Tellement on est enfermé dans la bulle partisane qu'on a de la peine à dire qu'il y a des exactions. Donc, on hiérarchise les victimes. Il y a les bonnes victimes pour lesquelles le monde doit s'arrêter. Et on doit brûler l'État du Cameroun. Il y a d'autres victimes qu'on piétine et on cache dessus. On dit peut-être. Oh, combien de gens ont été tués par les ambassadeurs? Et de quelle manière? Vous venez dire sur un plateau, peut-être il y a eu des actions. Peut-être. Mais c'est grave. C'est très grave. On se demande même quelle est la relation que vous avez avec les vies humaines. Quelle relation vous avez avec la vie humaine? Quand vous dites non, peut-être il y a des actions. Mais les actions sont tellement visibles de la part des ambassadeurs que dire ça sur un plateau trahit votre démarche. Lorsque vous dites il n'y a aucun dialogue sincère entre le pouvoir et les anglophones, en même temps vous revendiquez la victoire, vous revendiquez donc quelle victoire? S'il n'y a aucun dialogue sincère entre le pouvoir et les anglophones, vous alors, vous criez victoire de quoi? Du vide? Non. Non. Tout ça parce qu'on est dans la surenchère partisane. On est dans la surenchère politicienne qui nous amène souvent, malgré notre intelligence, à nier des faits. La question de l'ingérence étrangère, des pressions étrangères. Oui, mon cher Debord répondit. Nous sommes constants dans l'opposition. Dès le début de cette crise, on a été clair, on a dit, c'est pas nouveau ça. Ça s'appelle, à l'époque, je parlais de l'ivoirisation du Cameroun. Quand ce n'est pas l'ivoirisation, c'est la soudanisation du Cameroun. Quand ce n'est pas la soudanisation, c'est une volonté de faire ce qu'on a fait en Angola. Avec la fameuse question de, comment on appelle cette zone-là? Oh, tu connais un peu ça, j'ai oublié cette région-là. C'est-à-dire que tout ça participait d'une démarche visant à placer à Etoudi quelqu'un, après le président Biya, qui va œuvrer à la recolonisation du Cameroun. C'est ça l'enjeu de toutes ces crises-là. Il n'y a rien là-dedans. Ce n'est pas nouveau. Il y a tellement de faits qui le démontrent qu'aujourd'hui, vraiment, on ne s'y attardera pas. Donc, l'origine de la crise, et là je vais un peu contredire mon frère Badi Assanga, a toujours été étrangère. Ça a toujours été étrangère. Lorsque les anglophones, les Anglais et les Français se partagent le Cameroun, c'est sur quelle base? C'est une criminalité sur le plan juridique. C'est un crime que les gens se partagent un pays qui est déjà uni. Dois-je rappeler ici que Yobe est allé à l'ONU plusieurs fois démontrer que le partage du Cameroun entre la France et l'Angleterre relevait d'un crime et violait même les textes internationaux déjà constitués avec la SDN. Oui, Moumier, même Ndetoumaza. Quand il parle de Ndetoumaza, ça veut dire qu'il sait, non, Badi le sait, quand il parle de Ndetoumaza, il sait que quand on dit One Cameroun, ça vient de quoi? One Cameroun découle du fait que les patriotes camerounais n'ont jamais accepté le partage du Cameroun en deux, entre l'Angleterre et la France. C'était un partage colonial, basé sur la simple violence. Et le Cameroun était devenu un butin de guerre que la France et l'Angleterre se sont partagés, en violant toutes les conventions internationales qui déjà existaient, à travers la SDN. Yobe, le grand patriote Yobe, est allé à l'ONU, document à l'appui, démontrer ça. Mais à l'époque comme aujourd'hui, la force prévalait toujours sur le droit. Donc l'origine a toujours été étrangère. Après ça, l'ONU, on parle là, l'ONU est responsable de cette situation parce qu'elle a très mal négocié avec son faux référendum qu'elle a fait à l'époque. Non, référendum avant l'indépendance. Oui, avant l'indépendance, on a posé la fameuse question. Hein? Donc, les faits sont têtus, M. Beritondi. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Le patriotisme demande qu'on se rapproprie le travail de Ndetoumaza, de Don Glumfoncha et les autres, qui ont dit One Cameroun, un Cameroun, il n'y a pas deux, un Cameroun. Donc, pour terminer, nous souhaitons, M. Beritondi, que ces négociations aboutissent. Nous le souhaitons. C'est pour ça que nous allons être très prudents, alors que cette dynamique est enclenchée.
nous devons être très prudents. Tout faire pour ne pas, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que ces négociations n'aboutissent pas. Parce qu'en dernier ressort, il faut reconstruire cette région. Le gouvernement a lancé le programme de reconstruction du Nozo. Et bien, tu me dis, quelle joie de voir que ça se passe à Yaoundé. À Yaoundé, pas en Suisse, pas à l'étranger. Les Camerounais parlent entre eux. Merci. Donne-moi une seconde. Je n'ai pas eu souvent l'habitude de le dire. J'ai souvent eu des contradictions fortes avec le cardinal Toumi. Mais là, je salue son action. Et il a mis de l'eau dans son vin, le cardinal. C'est ça, les grands hommes. Il a mis de l'eau dans son vin. Vous voyez l'évolution du cardinal Toumi depuis le début de la crise d'aujourd'hui. C'est ça l'amour de la patrie. Et quand c'est comme ça, moi, je n'ai pas honte de saluer cela. Un seul mot, continuez. Merci d'avoir repris là avec... c'est une information qui est d'ailleurs connue et qui est officielle. Le cardinal Christian Toumi, depuis, après le dialogue, travaille pratiquement en coulisses. Cette fois-ci, beaucoup plus dans la discrétion, dans cette situation au jour le jour, et dont il est au centre de ces négociations qui ont débuté à Yaoundé pour les préalables de la négociation. On va revenir à vous tout à l'heure, Padia Sanga, Eric Timani et Raphaël Bika, parce qu'il est question d'essayer de voir où se trouve la priorité, le One Cameroun ou bien les positions et autres. Et si on doit arriver à ce One Cameroun, quelle est la démarche présentement? On va regarder du côté du Standard si nous avons des appelants là-bas. Pas d'appelants. On reprend avec Raphaël Bikaï. Alors, cher Raphaël Bikaï, Padia Sanga, je disais tout à l'heure, a mis les pieds dans le plat et Bandakani vient d'éclairer dans ses propos, vient encore d'éclairer. Qu'est-ce qui est pour vous essentiel? Vous êtes du RDPC. Qu'est-ce qui est essentiel ou prioritaire? Les options du parti RDPC ou alors l'État du Cameroun, le peuple camerounais dans son unicité, dans sa diversité, sans complexe ou sans exclusion? Merci pour votre question, M. Hubert Etundi. Je pense que quand on parle du RDPC, on voit le Cameroun, parce que le RDPC est le parti le mieux représenté dans le Cameroun, est le parti qui rassemble tous les fils et les filles du Cameroun. Je vais revenir sur un petit point. Je me souviens, on avait posé la question quand le président de la République était en France, à Paris. Il avait bien expliqué, et je remercie mon grand frère, le président Bandakani, de revenir plus ou moins sur ces mêmes paroles-là. Il a bien expliqué l'histoire du Cameroun. Quand il a parlé du statut spécial qui découle du grand dialogue, certains politiques véreux, ceux que j'appellerais, monsieur Hubert, je vous allez me permettre, le purgatoire du RDPC, demandaient et se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le statut spécial. Mais nous sommes en train de voir ce qu'il y a dans le statut spécial. Ce qu'il y a dans le statut spécial, ce sont les mécanismes pour essayer d'apaiser les Camerounais entre eux. C'est ça la vérité. Là, je vais faire un clin d'œil à mon frère Padia Sanga. Quand on parle du RDPC, vous avez dit, M. Padia Sanga, que les gens qui ne vont pas au nord-ouest et au sud-est, mais M. John Bouté, Premier ministre, élite anglophone, qui travaille d'une manière farouche, qui a rassemblé tous les chefs du nord-ouest et du sud-ouest pour démontrer, pour essayer de comprendre quel est même d'abord, quel est l'essence du problème. Il a analysé la situation. Monsieur Peter Mafano Moussombe, qui est dans le travail, pieds et mains liés. Ce sont ces grandes élites qui, à travers leurs négociations, ont fait en sorte que le cardinal Toumi puisse se rétracter légèrement et avoir une vue d'ensemble de la situation camerounaise. Et j'apprécie l'effort du cardinal Toumi dans ce sens. Monsieur les élites du MRC, je vais vous faire comprendre une chose. Ça me dérange beaucoup
qu'on essaye de mettre un grand parti comme le RDPC et le MRC dans une seule phrase. S'il vous plaît, essayez d'être un peu sérieux. Ici, on parle de l'avenir d'un pays. Nous parlons des morts. Ce qui se passe au nord-ouest ou au sud-ouest, c'est en ce moment, ce sont des petits brigands qui traumatisent le peuple. Et nous devons absolument faire en sorte que ces gars qui sont en brousse puissent sortir. Que ces gars qui sont en brousse puissent retrouver les centres que l'État du Cameroun a mis à leur disposition pour une réinsertion sociale. Quand on parle de l'ONU, quand on parle des forces étrangères, le président Bandakani l'a bien souligné. Le Cameroun est arrivé au carrefour de sa destinée avec la fin des accords coloniaux. Nous savons bel et bien, et nous avons bien écouté les députés français, un des députés français le dire, le Cameroun n'est pas encore au niveau d'un conflit international entre les grandes puissances. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher à nous préparer psychologiquement que tôt ou tard, dans quelques semaines, on risque d'être le plat déposé sur la table des grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis, l'Angleterre, la France et tout le reste. Nous ne désirons pas cela. Voilà pourquoi le président de la République, avec le cardinal Tony, en travaillant en collaboration, ont vu que c'est mieux de décider l'histoire du Cameroun au Cameroun, par les enfants du Cameroun, qui connaissent le Cameroun et qui ont l'intérêt que le Cameroun soit un peuple souverain. Quand nous voyons M. Hubert Itondi, c'est un fils du Cameroun. M. Hubert Itondi, quand je parle de ça, je peux oublier que je suis dans un média sérieux comme Afrique Média et je claque en sanglots, pleurer. Moi, ingénieur de mon état, qui tutoie le blanc. J'ai fréquenté avec les blancs. Le blanc ne me dépasse pas. J'ai quand même le même salaire que lui, M. Hubert Itondi. Voir des Camerounais qui appellent les forces étrangères de venir dans notre pays pour nous déstabiliser. J'ai mal quand on dit la France doit nous aider. À faire quoi? Est-ce qu'un député français peut mieux connaître la politique interne camerounaise plus que le président Bandakani qui est assis là? Est-ce qu'un politicien français peut mieux intercéder entre les Camerounais plus que le président Bandakani qui est assis? Je ne pense pas. Plus que moi, Raphaël Bikaï, je ne pense pas. Même plus que vous, M. Hubert Itondi, je ne crois pas. Voilà M. Padia Sanga qui a passé tout son temps à travailler. Lui et moi, on a bavardé pendant longtemps. Il m'a présenté beaucoup de dossiers. Et cette crise, il la connaît. Il passe tout son temps à intercéder pour que ses frères puissent se rassembler. Insultés par certains. Traités d'indiques par d'autres. Mais qu'est-ce que l'indique, M. Itondi? Nous sommes là pour le Cameroun. Quand les gens disent, c'est parce qu'on vous paye, vous êtes des indiques du gouvernement. Mais attends, rien n'est plus grand que l'État. L'État est souverain. Le président de la République, son Excellence Pobia, est le premier des Camerounais. Et en tant que premier des Camerounais par rapport à son statut de président, il ressent mieux que nous tous, et plus que nous tous, la nécessité du vivre ensemble et de la paix. Je vais faire un clin d'œil à M. Padia Sanga, je suis obligé. Le nord-ouest et le sud-ouest représentent les 20% du Cameroun. Plus ou moins. Et depuis, moi je vais parler depuis que le président de la République, son Excellence Pobia, est au pouvoir. Donc ça fait pratiquement 30 ans. Monsieur Padia Sanga, si je me trompe, allez sur Google et tapez. Vous allez vous rendre compte que dans toute l'administration camerounaise, les anglophones sont bien représentés et voire même plus que les autres. Donc, si vous voulez parler, tous les autres peuvent cela. Mais ici, nous ne sommes pas là pour faire, comment je vais dire, pour créer, pour susciter d'autres tensions. Nous sommes dans le sens de l'apaisement. Mais comprenez une chose, c'est que vous avez toujours été aimé. J'ai toujours été aimé. Le Cameroun nous aime et on aime notre pays. Ceux qui détestent notre pays, on les connaît. C'est le MRC. C'est M. Éric Timane. Tu viens à un média. Il vient dans un média sérieux. Oui, mon frère, je suis obligé de te le dire. Pour mettre en avant
la gloire des Occidentaux. Et pourtant, tu es en Allemagne, je pense. Et je ne pense pas qu'un Allemand paye moins de taxes que toi. Je vais vous dire une chose, et je vais chuter sur ça, monsieur Etoudi. Le 26 décembre 1959, quand les traités coloniaux se signaient, le Cameroun était représenté par 2 Blancs, ratifié encore par le président Haïti. Maintenant, le Cameroun a plusieurs élites, plusieurs enfants dans la diaspora. Vous m'écoutez? Plusieurs enfants dans la diaspora qui ont le même niveau que les Blancs. Nous sommes prêts. Nous sommes brides. Et nous sommes sûrs que la néocolonisation ne passera jamais. Je suis Camerounais et je suis à même d'aller n'importe où pour mon pays. Le blanc ne peut plus venir nous dicter sa loi, malgré le fait que nous respectons la géopolitique mondiale et aussi le rapport de force entre puissances. Mais on peut aussi dire, étant un pays souverain, nous ne laisserons pas faire. Les histoires du Cameroun, les problèmes entre les Camerounais, entre enfants camerounais, vont se régler entre nous. Point. Ce n'est pas un problème du RDPC, ce n'est pas un problème de notre parti politique, c'est un problème du Cameroun. Mais en tant que RDP6, je loue tous les élites RDP6 qui sont dans ce dossier et qui travaillent, qui démontrent à ces véreux que le statut spécial était bien pensé et a une feuille de route claire, nette. Et nous le voyons présentement. Merci beaucoup, monsieur Hubert. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous. On va rester... Vous êtes sur Universal News TV. On rentre au Cameroun et Bélé nous attend. Bélandré nous attend. Monsieur, bonjour. Vous êtes à Douala apparemment. Bonjour, bienvenue sur Ligne Rouge. Votre contribution nous intéresse ce matin. Allô? Vous êtes en ligne, allez-y. Bonjour à tous les médias. Bonjour au président Bandakani et tout le panel. Donc, j'interviens en tant que simple citoyen et panafricaniste également, pour vous parler de la situation que vit le Cameroun actuellement. Non, mais vraiment, je pense qu'à un moment, nous devons sortir du cadre de la désinformation, du mensonge et de la manipulation. Parce que ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est que le groupuscule politique MSI est en train de faire, c'est-à-dire pour saper la paix, la stabilité et l'espoir d'une reconstruction éventuelle des régions anglophones, c'est terrible. Pour des personnes qui estiment pouvoir gérer le pays, c'est une honte à l'échelle nationale, je dirais même vie internationale. Parce qu'il est inadmissible, quand vous lisez les réseaux sociaux, depuis l'annonce de la construction des régions du nord-est et du sud-ouest, mais ces gens sont farouchement opposés et ils sont plutôt en train de prôner la haine et la reprise de violence. Mais lisez les réseaux sociaux, c'est quand même honteux. Au fond, moi je pense que le MSI, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans une logique insurrectionnelle à caractère tribal. Parce que pour eux, la paix au Cameroun est conditionnée par l'imposition d'une personne, l'imposition d'un frère du village, à savoir le professeur Maurice Kamto. Nous ne pouvons plus rentrer à l'ère du culte de la personne. C'est pas possible. Comment ne pas les accuser, avoir des doutes sur l'explosion qu'il y a eu au quartier Damas? Parce que dans toutes les positions, dans toutes les prises de position, même les paroles de l'apôtre de M. Guigou Missak laissent à croire qu'ils peuvent avoir quelque chose à voir avec. Je ne suis pas en train de les accuser, mais ça donne raison à ceux-là qui sont, en attendant les conclusions de l'enquête, qui sont en train de les accuser. Peut-être ils le font à tort, mais vraiment, qui nous prouve que nous avons tort? Que nous ne sommes que dans la logique de la violence. Mais vraiment, en ce moment, il faut qu'on comprenne que les Africains se lèvent contre de telles personnes, parce que voilà un groupe de personnes qui veulent renégocier
les termes des accords coloniaux. Mais ils veulent grandir plutôt le changement. Nous voulons tous le changement. Moi, je veux le changement, par exemple. Je veux bien le changement, mais pas au prix du sang des Camerounais. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est un groupuscule tribal qui doit être éradiqué par tous les moyens. C'est arrêté à ce niveau. Alors, notre appelant derrière M. Bélé. Alors, on prend un dernier appelant. Monsieur Daniel, vous nous appelez du Cameroun, je crois que ça doit là. Bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour, monsieur Hubert Etondi, l'un des meilleurs journalistes. Vous êtes l'un des meilleurs journalistes du continent et de par le monde. Je le dirai et je le redirai toujours. Je dis bonjour au président Bandakani, le grand président Bandakani, mon président, notre président. Je dis bonjour à M. Atanga. Je crois que je prononce bien son nom. Je dis bonjour à M. Pikaï. Je dis bonjour au Cameroun. Je dis bonjour au président Paul Biya. Je dis bonjour à toute l'Afrique. Monsieur Hubert Etondi, le président appelant là, le président appelant là, qui vient de partir maintenant là, il passe tout son temps à insulter le président Banakani tout le temps. Il l'insulte. Il l'insulte. Moi, je vais dire à ce monsieur, il n'a rien à dire qu'il se taise. C'est le MSC qui nous fout dans les problèmes depuis 2018. Ce sont ceux qui ont aggravé cette situation sur le MSC et les bandes. Et leurs bandes. Donc, qu'ils arrêtent. Qu'ils s'arrêtent. Je répète qu'ils s'arrêtent parce qu'on va les combattre. On va les combattre jusqu'à la dernière énergie. Parce que ce qui se passe au Cameroun, à Yaoundé, partout, le MSC n'est pas loin de là. On a les preuves pour ça. Et on va les pousser le moment venu. Monsieur Hubert, je me dis ceci. Si le président Biya a décidé d'entamer une négociation avec M. Ayoub Tabel, ceux-là qui sont responsables de tout ce qui se passe au niveau, vraiment, mon souhait est que la paix revienne. Mon souhait est que la paix revienne au nord de l'État parce que trop de gens sont morts. Trop de gens sont morts. On a perdu beaucoup de choses. De part et d'autre, les pertes matérielles sont énormes. L'économie est à terre là-bas. Vraiment, si cela peut aboutir, M. Hubert et tout, et que ces gens qui sont encore dans les pouces armés jusqu'au la qu'ils sortent. Le président Biya a mis sur pied toutes les structures possibles pour les accueillir. Qu'est-ce qu'ils font encore dans les pouces? Ceux qui appellent ne peuvent pas les dire de déposer les armes. Pourquoi? Pourquoi? Donc, moi, je l'ai pris de déposer les armes et de sortir. Pour une sorte qu'on construise notre pays, le Cameroun, que les gens veulent détruire. Les étrangers veulent détruire notre pays pour voler nos richesses, notre pétrole, notre uranium, de part et d'autre, partout. Mais je vous dis, nous les Camerounais, on ne va pas se laisser faire M. Hubert et tout. On ne va pas se laisser faire. On va défendre notre pays jusqu'à la dernière énergie. Et ce conflit va se résoudre entre les Camerounais uniquement. Nous n'accepterons aucune intervention étrangère. Parce que ceux-là qui vont tenter, M. Hubert et tout, on va se battre. Les Vietnamiens se sont battus. Je dis qu'on va se battre. On ne peut pas se laisser faire. Donc, je vais terminer en disant que, vivement, nous prions sincèrement vraiment que tout se passe bien et que tout le monde a de meilleurs sentiments. Vraiment, et que la paix revienne au niveau et que la reconstruction entamée par le président Biya aboutisse et qu'on remette à jour le nord-est et le sud-ouest. Merci, M. Hubert et tout. Président Banakani, vous êtes un grand homme. Vous êtes un grand homme. Et vous avez toujours été cohérent depuis que je vous connais. Et vous êtes cohérent. Merci, monsieur. Merci. On va reprendre peut-être avec les appels à un moment donné. On va boucler ce sujet. Sanga, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la question que j'ai posée à Eric Timani. C'est vrai qu'il a des justifications. Qu'est-ce qui est prioritaire?
la paix au Nozo, le One Cameroun que vous avez dit, ou alors ces positions partisanes et autres. Qu'est-ce qui est prioritaire et quelles sont les voies d'accès actuellement? Oui. Qu'est-ce qui est prioritaire? Actuellement, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le cessez-le-feu. Ça, c'est l'urgence. C'est l'urgence. Mieux, il faut gagner des garanties. Il faut gagner des garanties parce qu'on a tellement attendu de ce gouvernement de roublard. Qu'est-ce qui est prioritaire, M. Eric Timani? Finalement, vous allez nous conduire dans... Qu'est-ce qui est prioritaire? Vous avez dit le cessez-le-feu. Je demande à la réalisation de me suivre dans mon mouvement Padia Sanga. Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce qu'on est en train d'aller là avec le temps. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Je ne voudrais pas ces coups de gueule avec des personnes. Qu'est-ce qui est prioritaire actuellement et quelles sont les voies d'accès Padia Sanga? Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Je ne voudrais pas, avec mon français approximatif, me sentir marginalisé sur ce plateau. Et je veux prendre autant aussi pour répondre à mon ami Eric Timani qui raconte les anéries, si c'est comme ça que vous appelez en bon français. Et je veux m'excuser auprès de mon frère Mbandakani d'assumer mon identité postcoloniale anglophone parce que c'est la langue, ou bien c'est comme ça que je suis né et il est né de l'autre côté, on n'a pas choisi. Donc, si on a assumé nos deux identités postcoloniales qui fait problème aujourd'hui, c'est là où on doit parler. Et je commence par les dernières sorties de M. Timami. M. Timami dit que quelqu'un doit rester ici à la diaspora et puis financer la guerre et puis qu'on l'appelle pour parler avec lui. C'est ce que M. Timami vient de dire. C'est là où je suis farouchement opposé à ce charognard qui existe ici à la diaspora. M. Timami, vous venez de dire ça tout de suite. Qu'il faut parler avec les gens qui ont envoyé les enfants des autres d'aller se faire tuer. Donc, moi, je dois rester ici parce que je veux être politiquement, je veux faire du parachutisme politique. J'envoie mon cousin, j'envoie ton cousin d'aller se faire massacrer par un armée qui est formé, prêté serment pour se tuer ou bien se faire tuer. Monsieur Timami, vous n'avez pas honte? C'est ce que vous avez dit à mon audition. Il envoie un camion de boissons. Il envoie les porcs. Alors, voilà, je reviens alors pour développer. Monsieur Timami, il fallait que vous mettez ça dans votre tête. Et c'est pour ça que je vous ai dit pendant la conférence de Berlin, faites très attention avec la crise anglophone et ne vous mêlez pas. Vous avez choisi avec la basse que vous allez faire l'alliance, acheter les armes envoyées au Kimacha. C'est ce que vous avez dit. Ils sont sur caméra. Rhys Mitchell, Sandy de Boston, fils de planteur, Calibro. C'est vos gens là-bas, ils parlent au nom, ils appellent le nom d'un certain leader politique. Je ne veux pas parler de cela. Alors, allons à de problème anglophone et la priorité. La priorité aux anglophones aujourd'hui, c'est le One Cameroun. Les modérés, c'est le One Cameroun. Les Mancho BBC, c'est le One Cameroun. Ils sont sortis de la prison, ils sont partis à l'église. C'est l'initiative que nous avons abattue. Mon ami et frère, M. Bikaï parlait de nomination d'anglophone dans le gouvernement. Non. Oh, ces gens-là ont vomi à Tangandji. Alors, il y a peut-être des problèmes de réseau là. On va revenir à vous tout à l'heure, Padia Sanga. Il doit y avoir des difficultés d'écoute et d'interconnexion. On va revenir à vous le temps que ça se règle. Mais vous avez déjà dit, hein, les prémices One Cameroun pour les Bibi Mancho, en fait, tous ceux qui sont sortis de prison et sont à l'église, vous allez peut-être continuer tout à l'heure. Alors, Président Bandakani, on sort pratiquement de ce sujet avec les dernières positions. Merci mon cher Tundi. Je vais répondre avec beaucoup d'élégance à mes deux amis. Mon ami Jean-Claude, c'est mon ami. C'est un ami. Et je voulais lui dire que j'ai le choix de venir sur le plateau ou de ne pas venir. Et il y a des hommes politiques qui sont des savants, qui ne font jamais le débat contradictoire.
Moi, je fais le débat contradictoire avec vous sur ce plateau, mon cher Jean-Claude. 1. D'abord, vous parlez d'alternance. Et vous avez une conception très curieuse de l'alternance. Moi, je considère que vous êtes un homme intelligent, mon cher Jean-Claude. Pour ne pas répéter, comme des perroquets, des concepts vides de tout contenu qu'on vous balance. Quand vous parlez d'alternance au Cameroun, vous parlez d'élections transparentes, machin et consorts. Si on est sérieux et qu'on croit vraiment à l'alternance, pourquoi vos alternances se limitent seulement à remplacer un président par un autre et pas remettre en cause les contrats que ce président a signés? Si l'alternance est une vraie chose, elle suppose donc, mon cher Jean-Claude, et là je suis obligé de faire un peu de science politique, pour que tu comprennes, elle suppose donc que si l'alternance est une vraie chose, que si on estime que les politiques du président Biya sont mauvaises et que l'alternance doit aller jusqu'au bout, il ne faut pas seulement le remplacer. Il faut aussi remettre en cause les contrats qu'il a signés au nom du Cameroun dans le cadre de son pouvoir. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Ou bien vous vous laissez manipuler volontairement, ou bien vous n'arrivez pas à vous mettre au niveau des concepts pour venir mettre sur la table des concepts vidés de tout sens. L'alternance, c'est pour les enfants. L'alternance telle que vous la comprenez là. L'alternance que vous avez choisie, n'est-ce pas, comme référence politique dans le cadre de votre combat, voilà sa réalité. Ce sont des fausses alternances. Si j'estime qu'un homme qui a été au pouvoir pendant longtemps, pendant un mandat, n'était pas a agi sur la base d'une politique fausse que je n'accepte pas, pourquoi je ne mets pas en cause les contrats qu'il a signés? C'est même le plus important. Mais quand vous serez au pouvoir, vous allez continuer. On appelle ça la continuité de l'État, monsieur. Vous allez continuer à assumer, n'est-ce pas, les engagements pris par quelqu'un dont vous avez passé le temps à dénoncer la politique. Élevez un peu le débat, mes chers amis. Si Afrique Bédion élève le débat. Et c'est ce que nous avons fait ici depuis. Alors, mon cher Jean-Claude, tu dis le Premier ministre du Cameroun n'a aucun pouvoir. Mais bon sang. Mais pourquoi on a forcé qui a été Premier ministre? On vous a dit que le président Biya prend les gens en otage pour le nommer Premier ministre. S'il n'y avait aucun pouvoir là-bas, pourquoi les gens courent? Pourquoi les gens se battent pour être Premier ministre au Cameroun? C'est parce que vous êtes appelant, que vous croyez que vous avez le devoir de ne pas être intelligent, de ne pas creuser les concepts. Qui vous a dit qu'il n'y a aucun pouvoir? Pourquoi les gens veulent mourir pour ce poste-là? Le président Biya ne prend personne en otage pour le nommer Premier ministre. Mais allez voir les batailles qui sont menées. Allez voir les batailles qui sont menées par les ressortissants de ces deux régions au niveau de l'élite pour ce poste-là. Vous venez essayer de dire qu'il n'y a pas de pouvoir là-bas au niveau du Premier ministre. Mon cher Jean-Claude, avec tout l'estime que j'ai pour toi, dans quel pays au monde les élections entre guillemets transparentes ont réglé le moindre problème? Même dans vos démocraties là. Allez voir dans vos pays là. Dites-moi dans quel pays au monde les élections ont réglé les problèmes. Vous avez dit ça aux gilets jaunes en France? Vous avez dit ça aux chômeurs et aux déclassés en Allemagne? Vous avez dit ça aux Italiens, mon cher ami? Vous avez dit ça aux Américains et aux Noirs aux États-Unis? Dites-moi dans quel pays au monde les élections entre guillemets ont réglé le moindre problème. Et vous faites ça de votre fonds de commerce parce que vous ne voulez pas soulever les vrais problèmes. À cause de vos orientations politiques, vous ne voulez pas soulever les vrais problèmes. Vous braillez sur les élections. L'Afrique n'est plus à ce niveau. L'Afrique n'est plus à ce niveau, mon cher ami. Alors, tu m'interpelles sur mes positions sur la crise anglophone. Mais ça me fait sourire, mon cher Jean-Claude. Mais je n'ai jamais changé. Et je n'ai jamais renié le moindre iota de mes positions. Elle défendait la constitution du Cameroun. Elle défendait l'état de droit. Elle défendait l'intégrité territoriale de mon pays. J'assume ça. Je n'ai fait que ça depuis que la crise a commencé. Et s'il y a quelqu'un qui a été conseil, qui a eu raison, c'est le président Balakadi. Vous tous, vous revenez à la table. Vous tous, vous revenez à la table de négociation. Sur quelle base? Sur la base de la non-négociabilité de l'intégrité territoriale du Cameroun, monsieur. C'est pour ça qu'on revient à la base. Vous revenez sur vous revenez négocier dans le cadre fixé par l'État du Cameroun, monsieur Jean-Claude. C'était la position du président Bandakani. Si le président camerounais change là-dessus, monsieur, je ferai savoir mon désaccord de manière claire par rapport à ça. Je suis constant. Mon cher ami, je suis constant. Et c'est vous qui avez honte de vos positions, mon cher ami. Alors, maintenant, mon cher Jean-Claude, tu salues le président Biya. Tu l'appelles son excellence. Tu lui demandes de régler le problème avant la fin de sa vie. Mais tu le dis maintenant, mon cher ami. Mais qu'est-ce que tu as dit hier de lui? Que disiez-vous hier du président Biya à la sortie de l'élection présidentielle? Sûr que vous étiez, n'est-ce pas,
que vos parrains vous mettraient au pouvoir. Aujourd'hui, tu comprends, à la faveur du rapport de force et de l'évolution et de l'échec de toutes vos entreprises, tu commences à remettre le sort du Cameroun dans les mains du président Biya que tu as insulté et contesté hier. Et moi, je ne te fais pas un procès pour ça, mon cher Jean-Claude. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors vous dites, le président Balakani était aux élections, il n'a rien eu. Mais très bien, mon cher ami. Mais moi, je n'ai pas fouillé les élections. 1. Je n'ai pas fouillé les élections. 2. Vous avez passé le temps à dire que je suis du RDPC. Je suis aux élections dans le cadre de mon parti. Et vous avez vu que je n'avais aucune alliance avec le RDPC. Je n'ai demandé aucun secours au RDPC. Aucun secours. Vous avez vu ça devant vous. Alors vous dites, ok. Alors, quand le président Balakani va aux élections et ne gagne pas, les élections sont subitement transparentes et valables. Mais quand vous allez aux élections, vous perdez, vous dites que non, les élections ne valent rien. Les élections sont truquées et tout. Mais quand le président Balakani va aux élections et perd et ne gagne pas les élections, non, ça devient valable. Le monde entier vous regarde. Votre jeu là, on vous regarde. On vous regarde. Où les élections ne sont pas transparentes. Elles ne sont pas transparentes en rien du tout. Mais elles ne sont pas transparentes à la tête chercheuse. Quand ça vous arrange. Vous venez de dire au monde entier que les élections sont transparentes au Cameroun, monsieur. Vous venez de dire au monde entier qu'il y a les vraies élections au Cameroun. Voilà comment on se prend dans ces contradictions, mon cher ami. Alors, quand votre parti et votre leader, je suis obligé de dire ça, parce qu'il faut souvent descendre à votre niveau. Quand votre parti et votre leader me faisaient la cour, j'étais élu. J'étais élu, monsieur. Je vous le dis aujourd'hui, je l'ai déjà dit. Et il y a les documents. Quand votre président, professeur Kamto, je le cite, et tous les cadres de vos partis me faisaient la cour, et pas une petite cour, j'avais qu'un mandat électoral. Il faut qu'on soit sérieux, mon cher ami. Donc, mon cher Jean-Claude, le débat politique, ce n'est pas une affaire de haine, ce n'est pas une affaire de combat personnel et partisan, c'est une affaire d'argument. C'est une affaire de choix et d'orientation politique. C'est clair. Vous allez assumer vos choix. Vous allez assumer vos choix. C'est clair. J'ai été constant ici depuis près de 10 ans pour dire que aucune force au monde ne va déstabiliser le Cameroun. Aucune force au monde. Vous avez parié sur les forces étrangères pour mettre au pouvoir. Assumez. Assumez. Ça me permet maintenant de venir vers mon ami Denis Kimani. Oui, je termine de faire tourner. Les contorsions intellectuelles, les contorsions que te vois faire, mon frère, ne changent rien à ce que je viens de dire. Plus tu veux te défendre, plus tu t'enfonces. Le nationalisme, ce ne sont pas les incantations. Ce n'est même pas la référence à des héros fondateurs. Ce sont des actes composés. Vos actes sont contraires au nationalisme. Vos actes sont contre au patriotisme. Vous appelez l'étranger à venir intervenir chez vous. Les patriotes ne font jamais ça. Les nationalistes ne font jamais ça, mon cher ami. Et la preuve, c'est quoi? C'est que vous avez une conception étrange du droit international. Vous me demandez de me référer à la conférence du professeur Maurice Kamto. Je vais vous surprendre. Je lis le professeur Maurice Kamto. Je le lis. J'ai tous ses livres. J'ai ses documents. J'ai même ses positions sur la question anglophone avant qu'il ne soit ministre. Hein. Je sais quand je vais sortir ça. Vous serez très surpris de voir les positions du professeur Maurice Kamto avant qu'il ne soit ministre sur la question anglophone. Dans les revues scientifiques, mon cher ami, faites très attention. Je les ai, je sais quand je vais les sortir. Donc je lis Maurice Kamto avec beaucoup d'attention, parce que j'ai du respect pour ce qu'il est, pour ses fonctions, en tant qu'un juriste de réputation internationale. Alors moi je vous demande donc, vous qui lisez tant les écrits du professeur Maurice Kamto, dites-moi, puisque vous parlez fort avec beaucoup d'assurance, vous me demandez de compléter mes recherches. Dites-moi, ce que vous appelez communauté internationale, c'est une notion de droit, c'est une notion de loi, ou bien c'est une notion politique? Vous qui êtes très fort là. Au point où vous reprenez ça à votre compte, et vous balancez sur des plateaux tous les jours matin, midi, soir, communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? C'est qui? Vous allez jusqu'à comparer, vous dites que, oui, dans une famille, quand le père de famille devient criminel, tue les enfants, le procureur a le droit d'intervenir. Vous oubliez que quand le procureur intervient, il intervient au nom du peuple camerounais pour le cas d'espèce. Il intervient au nom d'un peuple. Vos procureurs internationaux, là, il y a eu élection quand? Il parle au nom de qui? Il parle au nom de qui, mon cher ami, qui les a élus comme tels? Il faut vous apprendre ça à vous, vous qui lisez le professeur Maurice Kamto. Donc, si c'est cela donc ce que le professeur Maurice Kamto a écrit, mais je comprends pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Dites-moi, la communauté internationale, c'est quelle notion juridique? C'est quelle notion de droit? C'est quelle notion de loi, la communauté internationale?
La dernière fois, je vous ai rappelé ici que tous les actes qu'ils ont posés jusqu'à aujourd'hui, cette fameuse communauté internationale, étaient contraires au droit international. Contraires. Tous leurs actes. Et voilà les gens que vous appelez de venir intervenir au Cameroun. Voilà les gens que vous convoquez de venir intervenir au Cameroun. Et vous me parlez de droit? Vous ne me faites des cours de droit, vous? Et vous convoquez votre leader qui lui appelle des gens comme ça, qui sont les plus grands violeurs du droit international, qui ne l'ont jamais respecté, qui sont des criminels. Leurs actes s'apparentent clairement à des crimes. Voilà les gens que vous convoquez. Vous prenez comme référence pour venir régler vos problèmes. On sort par là définitivement. Donc, une fois de plus, moi je le dis. Et je vous le dirai toujours. Faites très attention. Faites très attention parce que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Qu'en plein 21e siècle, vous me direz aussi, vous me direz aussi que l'Angleterre qui a confisqué l'or du Venezuela et qui refuse de remettre ça à M. Maduro en disant qu'ils attendent que M. Guelga le place de pouvoir, prenne le pouvoir, qu'ils ont reconnu comme président du Venezuela sans aucune élection. Voilà le droit international, M. Kimani. Pourquoi vous vous taisez par rapport à ça? Pourquoi vous vous taisez? On est toujours dans le droit international quand un État, les États-Unis, met la tête d'un président reconnu comme tel par l'ONU. Ils mettent sa tête à prix. Le monde entier regarde, je parle du président Maduro. Vous parlez de la communauté internationale. Ça montre une fois de plus quel est votre projet. Ça montre une fois de plus quel est le niveau de votre engagement politique. Ça montre une fois de plus quelle est votre pensée politique. C'est très bas. C'est très en retard au regard des enjeux actuels que l'Afrique doit confronter. Merci à vous. Merci. On va prendre quelques appelants encore et vous donner la parole chacun pour sortir de ce programme, peut-être avec cette histoire de l'ambassadeur de France au Cameroun avec le MRC. Je rappelle, vous venez de dire quelque chose de très très sérieux. Je rappelle d'ailleurs, pour compléter votre information, que c'est la Cour britannique, le tribunal britannique qui a tranché cela, comme si en réalité cette Cour-là devait sanctionner de qui est président justement au Venezuela. Il faut peut-être compléter ça, que c'est un tribunal qui a justement siégé à propos, un tribunal britannique. Alors, on prend Peter depuis l'Écosse. Cher monsieur, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour, Président Barakani. Big up to you. Bonjour, morning to Mr. Asanga. Great to you all too much. Je dis bonjour à Monsieur Eric, Guten Tag. Et puis Guten Morgen. Puis bonjour à M. Bikai. Je dis bonjour en bon français. Monsieur Etondi, je vais être très bref, je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai écouté attentivement les intervenants et puis ceux qui ont appelé au téléphone. Je ne fais pas le procès de quiconque, mais je voulais simplement dire que nous sommes dans une situation où on retourne encore le cas de départ lorsque M. Biya, quand les ambazoniens avaient commencé la rébellion, a tendu encore la main. Et ce que je déplore beaucoup, c'est le comportement même des ambazoniens qui sont en train de prouver au monde entier que c'est un groupuscule de petits voyous qui sont manipulés par des hommes qui ne sont même pas au Cameroun, qui sont à l'extérieur, parce que j'ai des informations de certains groupes au Canada, aux États-Unis, en Norvège aussi et en Belgique, qui, grâce à un réseau de financement, continuent à alimenter la guerre qui se prépare, qui est en train de faire au Cameroun. Et aujourd'hui, depuis que M. Biya a dit officiellement qu'il va entamer les négociations avec la rébellion, il s'est créé 10 groupes, et ce que je n'arrive pas à comprendre, et j'aimerais bien que M. Sanga puisse répondre à ça. Normalement, on connaissait tous M. Ayoub Tabé qui s'est présenté comme le futur président de cette zone. Même si des autres sont restés cachés, je parle de celui qui est en Norvège et celui qui est aussi dans le Suède et Belgique. Mais en grande partie, quand on a parlé de négociations, on a vu des groupes qui sont en train de se batailler parce qu'il paraît, d'après les sources que j'ai entendues, qu'il y a un déchirement à cause du problème de l'argent. Bon, ça c'est un autre volet et c'est un peu triste.
que ça porte à croire que il n'y a vraiment pas de rébellion, mais il y a en fait des gens qui veulent détruire le mandat ou détruire même le Cameroun, qui n'ont pas envie d'avancer. La preuve, on m'a fait sortir les conditions qu'ils ont demandées à M. Biya, qui pour moi ne mérite même pas la paix, parce que si vous dites que vous maintenez votre position de sécession, si vous dites que en même temps vous demandez le grâce de tous les prisonniers, y compris M. Ayoub Tabé, si vous dites encore que vous demandez la reconnaissance de vos territoires, à mon avis, on ne va pas dans une discussion, on va encore dans un va-t-en-guerre, parce que c'est nonsense. Vous savez, M. Tondi, que le service secret du Vatican, ils ont un service secret qui est chargé de l'EPES, qui a essayé d'approcher M. Biya pour essayer de résoudre des solutions. M. Biya a refusé parce qu'il n'a pas voulu impliquer l'Église catholique dans son pays, d'autant plus que même il y a une division entre les clergés, le prélat ici au Cameroun. Deuxième chose, les États-Unis ont vu que, quand je dis les États-Unis, je ne parle pas du gouvernement de M. Trump. Je parle de ceux-là qui ont voulu créer le chaos au Cameroun. Ils ont compris que, malgré tous les efforts qu'ils ont fournis pour pousser le peuple, l'ensemble du peuple de Nord-Ouest et South-Ouest, à montrer au monde entier, un peu comme la révolution orange en Ukraine a fait, et qui a fait que l'Ukraine a perdu son président pro-russe. Ils ont voulu faire de même au Cameroun, mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a une résistance du pouvoir. Moi, je pense que, au lieu de commencer à s'attaquer, je m'adresse à mon frère Eric, qui est aussi un Camerounais, il ne faut pas rester, on dit en français, apitoyé sur la personnalité de son candidat malheureux. C'est triste. Tout porte à croire qu'au Cameroun, il n'y a que ce candidat qui peut sauver le Cameroun. Et moi, ça me fait mal aux entrailles. Parce que, en dehors de M. Biya, en dehors de son candidat malheureux, il y a des hommes politiques pensants et sensés au Cameroun qui peuvent continuer le travail qui a été effectué et peut-être apporter des améliorations dans les constitutions et dans certaines choses que beaucoup ont reproché. Monsieur Tondi, je vais chuter là pour parler de la deuxième partie. J'ai dit que au niveau de MRC, il y a des embrouilles entre eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'avais dit la semaine passée que Monsieur Peter, on est en train de partir là. Alors là, tout simplement, vous savez, hein, le temps qui nous était imparti, j'ai dit vraiment merci à Padia Sanga, je dis merci à Raphaël Bikaï, merci à Eric Timani. En tout cas, c'est le débat et vous avez vous-même conclu que la priorité, c'est le One Cameroun. La priorité, c'est les Camerounais, c'est le rétablissement de la paix au Nozo et par les Camerounais et avec les Camerounais sans ingérence étrangère. Merci à vous, Président Bandakani, d'avoir répondu encore ce samedi matin. Moi qui vous remercie et je remercie mes copanélistes. Merci bien. L'État camerounais et les leaders sécessionnistes tentent de s'accorder pour un arrêt de la crise qui dure depuis 4 ans. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à l'unanimité un cessez-le-feu dans les régions du monde en conflit afin de favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire vers les populations affectées par la crise liée au coronavirus. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.